chers élèves, et bienvenue dans ce tutoriel sur la méthode de la dissertation. Donc une dissertation et une composition, déjà c'est la même chose. Dans les dernières années on appelait ça une composition, mais depuis la réforme c'est de nouveau une dissertation. Alors la dissertation elle a premièrement 4 objectifs. Premier objectif c'est que vous analysiez un sujet. Deuxième objectif c'est que vous problématisiez sur ce sujet. Problématiser sur le sujet, ce n'est demandé qu'en terminale et pas en première. Troisième objectif c'est que vous sachiez donner des connaissances et vous montrer que vous avez un certain nombre de connaissances qui sont variées, autant sur des idées qu'on appellera des arguments que sur des exemples précis. Et enfin, quatrième compétence, c'est de savoir organiser son propos et de savoir le hiérarchiser. Alors le sujet se présente de différentes manières. Vous avez des thèmes dans le programme, donc par exemple la frontière en première, la puissance, en terminale vous avez l'environnement ou alors les conflictualités. Le sujet de dissertation porte sur l'intégralité du thème, d'accord ? Il va vous amener à réfléchir sur le concept que vous avez travaillé en reprenant comme exemple les éléments que vous avez vus à la fois dans les jalons ou dans l'objet conclusif. Je vous donne un exemple. Par exemple, ça peut être les différentes formes de conflictualité de Clausewitz à Daesh, ce qui vous amènera à avoir vu les différentes formes de conflit, notamment surtout le Moyen-Orient dans l'objet de travail conclusif que vous avez vu en terminale. Donc le sujet se présente de manière différente en première et en terminale. En première, il se présente sous forme d'une question et en terminale sous forme d'une phrase. Par exemple, le patrimoine, construction du passé ou regard du présent. C'est une question, c'est un sujet qui n'est pas mis sous forme de question, c'est à vous de reproblématiser derrière. Donc ça c'est en terminale. En première par contre, le sujet se forme vraiment d'une question, même tantôt le plan est sous-entendu dans la question. Donc en première, vous reprenez la problématique telle qu'elle, alors qu'en terminale, la problématique, c'est à vous de la construire. La dissertation, elle peut tomber dans deux types de moments. Soit à la fin de la première, donc coefficient 5 pour votre E3C. Donc à ce moment-là, c'est sous forme d'une question, comme je viens de vous l'expliquer. Ou alors elle tombe comme épreuve terminale en mars de votre année de terminale. Et là, elle est sous forme d'une dissertation sèche. Seulement, quand vous l'avez en terminale, elle tombe couplée avec une analyse de documents. Donc on a vu comment se présentaient les sujets. On voit donc qu'ils se présentent de manière très différente en première et en terminale. Par conséquent, il faut procéder de manière extrêmement différente en première et en terminale parce que la question de la problématisation n'est pas la même. Donc on va commencer pour la première. La première, c'est très simple, vous lisez la question, vous surlignez les mots-clés et ensuite vous lisez l'indication en italique qui est dessous et vous en déduisez le plan. À partir de là, vous passez à la deuxième étape qui est rédiger l'intro. Donc l'introduction, c'est quoi une introduction ? Une introduction, c'est relativement simple. Vous avez simplement à définir les termes du sujet. On reviendra dans l'exemple ici, pour la terminale. Vous avez à amener la problématique, donc elle vous l'est donnée, mais comme on vous a posé cette question, il faut amener, qu'est-ce qui fait problème, et essayer d'arriver vers ce problème. Et si c'est demandé, donc par exemple si le sujet inclut une aire géographique ou une époque, eh bien, il faut expliquer le contexte historique de cette époque, ou le contexte géographique, et donc économique, social, politique, de cet espace. Donc typiquement l'Union Européenne ou les États-Unis, il faudra définir de quoi il s'agit. Enfin, on passera, une fois que vous avez fait votre introduction, vous passez à l'élaboration du plan, mais ça c'est commun avec la terminale. Alors pour la terminale, pour le début du travail, il faut procéder totalement différemment. Tout d'abord, vous avez un sujet, donc comme par exemple celui qui est au tableau, donc le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle, sur lequel vous devez poser une problématique. Alors ça, en gros, vous jouez 80% de vos devoirs sur la problématique. Est-ce que la question que vous allez poser au sujet, elle est intéressante ? Donc il faut passer beaucoup de temps pour élaborer cette problématique. Alors, moi je vous propose deux façons de faire. La première est très simple. Vous mettez sur un papier tout ce que vous savez sur le sujet. D'accord ? En mettant en évidence les concepts et les mots importants du sujet. Ensuite, vous essayez à partir de là de dégager des grands thèmes et des grandes idées sur le sujet. Une fois que vous avez fait ça, normalement, ça va vous permettre de dégager 1, 2 ou 3 grands axes, et du coup, vous posez artificiellement une question qui réponde au sujet. D'accord ? Ça, c'est une manière très pragmatique de faire qui peut fonctionner. Possibilité, c'est la manière constructiviste qu'on apprend un peu à l'université. C'est vous prenez votre sujet et vous définissez les termes du sujet. Vous définissez, donc c'est quoi le patrimoine ? On a le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle. Donc là, on a patrimoine, on a le passé, l'histoire, et la mémoire. Qu'est-ce que c'est la mémoire ? Et donc en fait, ce sujet nous demande
de réfléchir à ces trois termes-là. Et à partir de ces termes, vous allez essayer de trouver ceux qui posent problème. D'accord? Alors, là est tout l'enjeu. On va vous donner quelques stratégies. Déjà, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces termes? Est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait que le patrimoine, ce soit un héritage du passé, donc finalement, qui ne serait pas l'objet d'affect, qui serait presque objectif, et une construction mémorielle, qui est au contraire une construction mémorielle? La mémoire, c'est subjectif, c'est le regard pour les hommes d'aujourd'hui sur le passé. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Alors là, clairement, dans ce sujet, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le patrimoine est à la fois un héritage du passé, en tant que tel, c'est sa définition, mais c'est aussi une construction mémorielle, le patrimoine. Patrimoine, pater, qui est mon père, donc c'est l'origine que s'attribue une société. Donc c'est les deux, le patrimoine. Alors maintenant, il faut trouver, donc on ne pourrait pas faire un plan, oui, non, ça ne fait pas contradiction. Donc il faut trouver quelles questions je peux poser au sujet qui soient intéressantes. Alors on peut essayer de voir s'il y a un problème par rapport aux causes. Pourquoi pourquoi ça va devenir quelque chose va devenir patrimoine? Pourquoi c'est une construction mémorielle? Alors, on peut poser. Ou alors comment le patrimoine devient un héritage du passé? Donc on peut essayer donc ça, les grandes familles de problématiques, ça va être pourquoi, comment. On peut essayer à partir de ces questions-là voir s'il n'y a pas une question proche qui va interroger les termes du sujet. Par exemple, ici, il me semble intéressant, dans cette problématique-là, de se demander comment le passé, est-il valorisé par les hommes du présent, d'accord? Et donc, du coup, est une construction mémorielle. Et là, on va pouvoir dérouler les différentes connaissances qu'on a sur le sujet, donc c'est une problématique relativement simple, et on va pouvoir développer toutes les connaissances qu'on a sur le sujet. Une fois que vous avez élaboré votre problématique, vous élaborez donc un plan. Le plan, donc là, on est en commun en première et en terminale. En première, la problématique vous est donnée. Le plan vous est même sous-entendu dans la partie en italique. En terminale, il ne vous est pas donné, mais dans les deux cas, la problématique, le plan répond à la problématique. Le plan est même une stratégie, on va dire, de réponse à la problématique. Ce plan, vous devez, pour commencer, en élaborer les grandes parties. D'accord? Donc le grand 1, le grand 2, le grand 3. Vous pouvez faire 2-3 parties, on n'est pas du tout fermé en dissertation, il n'y a pas de plan type. Ces parties sont elles-mêmes composées de sous-parties. Les sous-parties sont des arguments qui vont venir soutenir l'axe de réponse, illustré d'un exemple. Alors, pour rédiger votre plan, je vous conseille de faire un tableau argument-exemple. Donc nous avons par exemple ici la problématique, quelles sont les limites de la démocratie représentative? C'était l'exemple pour la première. Et donc, on peut totalement faire un tableau argument-exemple. Donc, la première partie qui nous était demandée, c'était les caractéristiques et ensuite les limites. Je vous rappelle que les arguments sont des éléments de réponse à la problématique. Donc, dans les caractéristiques, on peut dire tout d'abord que la démocratie représentative, c'est la délégation et la représentation, avec des députés qui rédigent les lois, par exemple en France, où on peut avoir d'autres systèmes de représentation, de délégation. Et donc on peut donner par exemple un exemple de cela. Par exemple, on a vu les députés européens qui sont un système de délégation dans l'objet compulsif sur l'Union européenne. Donc là, je marque en rouge mes exemples pour chacun. En vert, moi je vous propose de marquer tous les mots de vocabulaire que vous pouvez avoir. Donc par exemple, ici, Assemblée nationale, représentant de la nation, etc. Donc là, c'est délégation, tous les mots de vocabulaire qu'on peut mettre dans l'argument. Et une fois que vous complétez vos tableaux, cela peut vous permettre d'avoir des exemples. Ce qu'il faut, c'est que votre plan soit équilibré. Donc si vous faites 3 arguments dans la partie 1, il faut en faire 3 dans la partie 2, mais également ne pas se répéter. Donc faire l'intégralité de son plan et de son tableau argument-exemple nous permet de ne pas avoir de répétition et surtout de bien sélectionner les bons exemples et de ne pas répéter 2 fois le même exemple. D'accord? Alors là, par exemple, dans les limites, si je prends la deuxième partie, on peut distinguer 3 limites. Première limite de la démocratie représentative, c'est le fait que les citoyens ne participent pas et donc ne sont pas impliqués. D'accord? Donc là, on a à aborder comme problème l'abstention, l'éloignement des lois, et on peut prendre comme argument, comme exemple par exemple, les Grecs. Athènes, le citoyen
est un soldat. Et donc, lui faire décider la loi, c'est l'impliquer dans la vie de la cité et donc potentiellement le faire participer à sa défense. Donc là, je marque ça là dans mon exemple. Et comme ça, je vérifie qu'Athènes, je ne l'utilise pas ailleurs. Donc voilà une manière de faire le tableau argument-exemple qui me semble être très approprié pour planifier sa dissertation. L'exemple, vous êtes relativement libre sur l'exemple. Vous pouvez faire un schéma, un croquis. Donc par exemple, sur la valorisation du patrimoine, vous montrez qu'il peut y avoir des intérêts économiques à la valorisation du passé. Vous faites un schéma de Vallon-Pont d'Arc et comment on a reproduit un facsimilé à 10 km. Et vous montrez les investissements du Conseil général de l'Ardèche, la localisation de la Bastide de Virac, là où a été construit le facsimilé. Bref, vous avez le droit de faire un schéma. Inversement, vous pouvez faire un exemple rédigé. Ce qui compte de l'exemple, c'est qu'il soit précis, localisé, daté, démonstratif, et qu'il soit vraiment dans la démonstration de ce que vous voulez mettre en évidence sur le patrimoine pour répondre à la question que vous avez posée au patrimoine, et est-ce qu'il est un héritage du passé ou est-ce qu'il est uniquement une empreinte mémorielle. Donc on a cette démarche argument-exemple qu'il faut absolument respecter tout du long, et il faut aussi équilibrer. Une sous-partie, c'est environ 15-20 lignes, on n'essaye pas trop de dépasser. Une fois que vous avez élaboré votre plan, vous passez à la rédaction. Mais une fois que vous avez élaboré votre plan, la rédaction, entre guillemets, c'est fini, le match est joué, vous avez juste à reprendre votre plan. Dans une première partie, nous voyons que, vous élaborez, vous dites ce que vous faites dans la première partie. Ensuite, tout d'abord, nous voyons que, ensuite, et après dans une deuxième partie, tout d'abord, ensuite. Là, vous avez juste à dérouler ce que vous avez rédigé au bout. Alors, si pour la rédaction, il vous faut 1 heure environ, vous reprenez votre plan et vous rédigez. Alors, l'introduction se rédige d'une traite, d'accord, vous reprenez ce que vous avez écrit, d'un seul paragraphe, bien un seul paragraphe. Ensuite, vous pouvez mettre votre partie avec un titre, comme ceci. Vous indiquez le titre, et après, pour le sous-partie, vous mettez bien des connecteurs logiques. Tout d'abord, votre argument et votre exemple. Vous rédigez ça en faisant bien un alinéa avant le connecteur logique. Ensuite, deuxième partie. Pareil, argument-exemple. Et pour finir, pour la troisième partie, alors vous pouvez mettre premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais bien une partie, une sous-partie égale un paragraphe. On ne saute pas de ligne entre les sous-parties. La partie égale un seul bloc de plusieurs paragraphes. D'accord? De même, pour la deuxième partie, vous constituez pareil, un titre. Alors on peut mettre dans la première partie comme dans la deuxième partie une petite phrase d'approche. Dans cette partie, nous allons voir que, mais ensuite on fait les sous-parties bien d'un bloc de cette manière-là. Donc voilà pour le déroulé de lecture, c'est totalement simple. Bien sûr, à la fin, on fait une conclusion. La conclusion est la réponse simplifiée à la problématique qui était annoncée à la fin de l'introduction. Cette conclusion doit reprendre le déroulé de l'exposé, donc des 2 parties ou des 3 parties. À la fin de la conclusion, vous faites bien, vous pouvez faire une ouverture et éventuellement poser une nouvelle question qui s'invite à la suite de la problématique à laquelle vous avez répondu. Voilà pour la structure du devoir à respecter. Voilà. Alors maintenant, en termes de gestion du temps, il faut être relativement pragmatique. Vous avez dans les 2 cas 2 heures. D'accord ? Donc en 20 minutes, vous devez avoir problématisé, pondu votre problématique. Ensuite, vous avez 40 minutes pour faire votre plan et vos sous-parties. Et vous avez 1 heure pour rédiger. D'accord ? Donc il faut savoir se limiter, trouver une problématique relativement simple pour répondre au sujet, et un plan aussi relativement simple. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. Ce qu'il faut faire donc maintenant pour bien se préparer, il faut réviser vos objets d'études, donc vos thème par thème. Vous préparer, vous apprendre à problématiser, donc prendre des sujets, regarder des problématiques. Il y a plein de sujets zéro sur internet, prenez-les avec des corrections. Vous pouvez également prendre la banque de sujets E3C qui existe pour les premières, pour apprendre à faire des plans et pour réfléchir à des plans. Voilà donc pour la réflexion. À mon avis, dans la révision, il faut également que vous différenciez les exemples de la problématisation. Donc dans les problématisations, ce qui est important, c'est arriver à émettre des idées. Mais dans les exemples, il faut que vous ayez fait des fichiers exemples. Et donc que sur chaque jalon, vous ayez un certain nombre de connaissances pour pouvoir remobiliser le jalon et pour faire des exemples dans vos dissertations.